Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ici présents pour parler du traitement médiatique de l'urgence écologique. Nous souhaitions tout d'abord adresser nos sincères remerciements tout d'abord à la présidente de l'Assemblée nationale pour son accueil dans cette salle magnifique. Également à l'ensemble des députés qui se sont mobilisés pour s'associer du coup à ce groupe de travail, et un remerciement tout particulier à monsieur le député Stéphane Delautrette. Merci à tous pour votre mobilisation pour cet enjeu majeur pour notre transition écologique. Je voulais également remercier donc chacun de nos intervenants d'avoir fait le déplacement et d'avoir accepté d'intervenir sur ce sujet. Également un remerciement tout particulier à tous les membres de l'association Quota Climat qui se mobilisent bénévolement depuis un an, et également à la mobilisation des membres de l'Institut Rousseau avec qui nous avons mené un travail de prospection depuis un an maintenant pour travailler à des mesures législatives sur le traitement médiatique de l'urgence écologique. Je vois Nicolas Dufresne, le directeur général de l'Institut Rousseau, qui est présent. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance pour tout ce travail. Donc rapidement peut-être vous présenter qui est Quota Climat. Je vais être très très rapide pour ne pas prendre sur le temps de la table ronde. Donc nous avons créé Quota Climat avec quelques personnes, notamment Eva Morel, la coprésidente, et moi-même, donc Agnès Vernière. Nous l'avons créé l'année dernière, donc c'est une jeune association. En fait, durant la campagne présidentielle, nous nous rendions compte que ce sujet était passé à la trappe finalement, alors même que le rapport du GIEC publiait les 2 derniers volets de son rapport, qui en fait nous transmettait des conclusions assez alarmantes sur l'état, sur l'évolution du climat. Il nous paraissait important dans cette période démocratique majeure que les responsables politiques puissent s'en saisir et puissent débattre sur ces sujets. Et donc, nous avons décidé d'interpeller les médias pour qu'ils puissent mettre ce sujet à la une, notamment en publiant une tribune dans le journal du dimanche début mars, pour leur demander d'instaurer un quota volontaire de 20% du traitement médiatique dédié aux enjeux écologiques. En fait, nous nous sommes basés sur le baromètre de l'affaire du siècle qui avait été lancé durant la campagne présidentielle et qui, chaque semaine, publiait la part des enjeux écologiques dans le traitement médiatique qui oscillait entre 1 et 5%. Donc pour nous, il paraissait impératif qu'on puisse augmenter de façon quantitative le traitement de ces enjeux et aussi d'un point de vue qualitatif. Donc on a publié cette tribune et ensuite on a multiplié les mobilisations, les interpellations de journalistes, notamment pour le débat de l'entre-deux tours, où on s'est associé à plus d'une trentaine d'organisations pour demander à Léa Salamé et Gilles Boulot de davantage parler de ce sujet, notamment dans le débat de l'entre-deux tours, et qu'on puisse élargir le débat au-delà des enjeux d'électricité et d'énergie, qui sont souvent les thèmes qui sont traités lorsqu'on parle de crise écologique. Voilà, et donc suite à ça, on a décidé de pérenniser l'activité de l'association, et je vais peut-être laisser Eva dire un mot sur ce sujet. Bonjour à toutes et tous. Alors pour embrayer sur ce qui a été dit, l'activité de l'association Quota Climat, qui existe maintenant depuis 1 an, se structure autour de 3 axes. Le premier, c'est un axe d'interpellation des médias sur les réseaux sociaux, à la fois pour souligner les traitements médiatiques qui nous semblent exemplaires en matière de traitement de l'urgence écologique, et également pour souligner les carences qu'on peut observer et qui nous conduisent aujourd'hui à parler de ce sujet en ce lieu. Le deuxième, c'est l'objectivation du constat quantitatif, puisqu'en effet, le baromètre de l'affaire du siècle, qui avait été publié pendant la campagne présidentielle, n'a pas été pérennisé par la suite, et donc il nous semblait important que des données existent. Elles ont été citées par la vice-présidente de l'Assemblée, et ce travail d'objectivation, nous l'avons mené avec l'association Data for Good, qui est une association d'ingénieurs qui travaille sur des sujets d'intérêt généraux. Et le troisième axe, qui est un axe de rédaction d'une proposition de loi sur le traitement médiatique de l'urgence écologique que nous discuterons aujourd'hui. Alors je vais embrayer directement sur le premier axe qui est l'axe quantitatif et qui nous mobilise. Les chiffres ont été rappelés, c'est assez frappant de voir que les enjeux climat sont relativement absents de l'espace médiatique, mais c'est d'autant plus le cas pour les enjeux ayant trait à la crise du vivant. La COP sur la biodiversité qui s'est tenue en même temps que la Coupe du Monde de Qatar a été 20 fois moins traitée que celle-ci. L'idée n'est pas de dire qu'une Coupe du Monde, on s'attendrait à ce qu'elle occupe davantage d'espace médiatique qu'une COP 15. Par contre, l'idée c'est que
que ces enjeux qui quand même touchent au maintien du vivant puissent davantage occuper l'espace médiatique. La deuxième carence qu'on observe souvent, c'est une carence qualitative. Encore trop d'interventions climato-sceptiques dans les médias qui contredisent le consensus scientifique. Encore trop de visuels qui sont inadaptés à la crise. Également des propos qui minimisent et des angles qui minimisent l'importance de la crise sur nos modes de vie, sur nos modèles économiques et globalement les populations qui occupent la planète. Le troisième axe qui nous semble problématique, c'est la transversalité dans les rédactions. Le fait que souvent nous parlions de climat et d'écologie en règle générale de manière silotée dans les rubriques environnement, ce qui crée un clivage entre une partie de la population qui est très informée et une autre partie de la population qui se trouve de moins en moins informée. On voit une recrudescence récemment du climato-scepticisme dans les médias. Donc voilà, cette transversalité qui nous semble être un angle sur lequel insister. Et enfin, une dissonance assez importante entre contenu publicitaire et contenu éditoriaux, et du fait de l'insuffisante transversalité entre contenus éditoriaux en eux-mêmes. Alors c'est sur ce premier axe quantitatif et notamment sur l'insuffisante présence du vivant que j'aimerais entamer cette table ronde en vous demandant, Monsieur Grandcola, si vous pouviez revenir sur les raisons qui expliquent l'insuffisante présence de ces enjeux dans les médias, notamment en comparaison des enjeux climatiques qui semblent monter. Effectivement, bonjour, merci pour cette parole. Effectivement, on est dans une situation aujourd'hui où autant le climat est devenu un sujet d'importance sociétale générale, et il est quand même, il faut le dire maintenant, assez ringard d'être climato-sceptique, autant la diversité du vivant et la crise qu'elle rencontre aujourd'hui, qui est aussi importante, qui est aussi liée à celle du climat, est généralement passée sous silence ou traitée de manière relativement anecdotique. Donc en fait, c'est lié à plusieurs biais de société qui sont ceux de nos sociétés occidentales. Un problème de perception, déjà, on a du mal à... Le mot biodiversité a été créé de manière à ce qu'on comprenne tous que nous sommes partie du vivant, que cette diversité du vivant, elle comprend aussi les humains. Et néanmoins, aujourd'hui, on a toujours tendance, avec le mot biodiversité, à avoir des représentations culturelles un peu particulières, à voir l'Amazonie, des animaux charismatiques, les ours blancs, etc. Alors que dans la diversité du vivant, il y a aussi les bactéries de notre microbiote, les plantes que nous cultivons et que nous consommons, et bien d'autres organismes qui sont absolument essentiels, la faune du sol qui nous est généralement invisible et qui est pourtant essentielle à la fertilité de ces sols, etc. On pourrait multiplier les exemples. Donc cette représentation culturelle ne nous permet pas finalement d'appréhender l'ensemble de la question. Et c'est déjà une première difficulté. Une deuxième difficulté aussi, c'est qu'il y a un certain nombre aujourd'hui, face à l'urgence de clivages qui se font jour, je pense de clivages sociaux, économiques, politiques, culturels, et que ces clivages, en fait, quelquefois placent la biodiversité en dehors de certains secteurs d'intervention, comme celui de l'agriculture, de la production vivrière ou de la médecine, alors qu'en fait, elle en est complètement partie prenante. Donc ça, c'est également un autre problème. Donc la tâche des médias dans ce contexte-là n'est pas simple, parce qu'il ne suffit pas simplement d'informer, il faut aussi expliciter, contextualiser, et puis finalement arriver à passer cette espèce de plafond de verre de nos représentations culturelles qui sont très imparfaites aujourd'hui, donc améliorer le dialogue notamment entre sciences et société également. Justement, entre ce rapport entre science et société, est-ce que selon vous, il est mûr ? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on a encore beaucoup de remises en cause de faits scientifiques qui sont consensuels à l'échelle internationale, peut-être hormis une minorité de scientifiques qui ont peut-être des conflits d'intérêts aussi à contredire ces faits ? Effectivement, je pense que la société a du mal à se positionner par rapport à la science, tout simplement parce que dans notre vie quotidienne, nous nous nourrissons d'opinions, nous débattons, nous avons une diversité de points de vue, ce qui est bien naturel, ce qui est bien nécessaire. Dans le cadre de la science, cette diversité d'opinions, elle existe avant qu'un nombre d'études suffisantes soient menées. Et puis quand les études arrivent à un consensus et qu'il y a des éléments qui sont avérés, comme ceux qui concernent les crises de l'environnement et leur déterminisme, évidemment, là, le débat n'est plus possible. Il ne s'agit plus d'opinions, il s'agit de réalités scientifiques auxquelles on doit se confronter. Et là, je pense que la société a du mal à comprendre qu'on n'est pas dans une question d'opinion individuelle. Et le débat au début, et se déplace, le scepticisme, les attitudes de déni qui peuvent en résulter se déplacent petit à petit. On l'a vu par exemple par rapport au climat, on a d'abord été sur un déni par rapport à l'augmentation des gaz à effet de serre, ensuite sur le rôle des humains dans l'émission exacerbée de ces gaz, et puis aujourd'hui on est plutôt dans un déni sur les solutions en matière d'adaptation ou d'atténuation. Donc on a une difficulté effectivement à prendre à bras-le-corps les résultats de la science. Heureusement, il y a des plateformes internationales, on a cité à plusieurs reprises celle du GIEC, je voudrais rappeler aussi la plateforme analogue de l'IPBES. Ce sont des plateformes dans lesquelles il y a des scientifiques qui sont appelés
par des assemblées gouvernementales à produire des évaluations collectives qui font la liste de tout ce qui est consensuel et avéré au plan scientifique. Donc je pense que c'est un élément essentiel dans le dialogue entre science et société, de manière que la société puisse se nourrir vraiment de ce qui est essentiel dans les résultats scientifiques et qui vraiment nous est important pour les années à venir. Au-delà de ça, il y a aussi un besoin, je pense, que les scientifiques s'investissent plus dans le dialogue avec la société, puisque jusqu'à présent, ce n'était pas forcément considéré par les instances scientifiques comme une des tâches essentielles de leur activité. Et c'est aussi, l'effort doit être porté de manière collective. Il ne relève pas seulement des médias, des politiques ou des entreprises, il relève des citoyens et des scientifiques également. Peut-être dernière question, est-ce que vous jugez que vos pairs sont suffisamment représentés aujourd'hui dans l'espace médiatique en tant que scientifiques ? Alors, je ne pense pas, vous me mettez dans la position de distribuer les bons et les mauvais points, mais néanmoins, je pense, d'une manière générale, je pense que la difficulté aujourd'hui qu'on a dans la société, c'est d'arriver à donner la parole à des corps professionnels qui, dans les représentations socioculturelles, encore une fois, ne sont pas, en règle générale, les détenteurs de la parole publique. Donc là encore, il y a un changement de mode de pensée, un changement de représentation culturelle qu'on doit avoir et dans lequel on doit pouvoir dialoguer avec les scientifiques. Là encore, le monde scientifique lui aussi a sa diversité, il a aussi ses imperfections. Il y a certaines personnes du monde scientifique qui s'expriment en leur nom propre, en dehors de leur domaine de compétences. On l'a vu à plusieurs reprises, notamment pendant les épisodes les plus tragiques de la pandémie. Et ça peut porter tort également à ce dialogue science-société. Donc il est important, là encore, qu'on se repose sur des collectifs, sur des expertises collectives, sur des corps constitués, qui puissent donner la parole à des individus, à des personnes qui vont avoir un apport de connaissances explicite et directement utilisable par la société. Célia Gauthier, d'un point de vue citoyen, est-ce que vous pensez que ces enjeux soient suffisamment représentés dans les médias ? Est-ce que les Français sont suffisamment informés sur la crise écologique ? Alors bonjour à toutes et à tous. Assez directement, je vais répondre que non, et je pense que le constat est largement partagé ici, puisque c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est d'ailleurs pour ça que, au moment où vous créiez l'association Quota Climat, je co-crée moi-même une association qui s'appelle Expertise Climat. Et donc c'était à l'été 2022, juste après l'élection présidentielle et la campagne où on avait si peu parlé des enjeux écologiques. Et Expertise Climat, c'est une association qui appuie un réseau informel de scientifiques, de chercheurs, d'experts sur tous les enjeux de la transition écologique, pas que le climat. Aujourd'hui, ils sont une 60aine et ils continuent de croître, ce réseau. Et nous les appuyons pour qu'ils prennent davantage la parole dans les médias, qu'ils puissent apprendre à vulgariser leur message et à faire preuve de pédagogie. Et de l'autre côté, nous organisons un dialogue entre ce réseau de scientifiques et les journalistes qui le souhaitent, les rédactions parfois dans leur ensemble, pour pouvoir permettre à ces communautés de se former l'une et l'autre en étant en contact l'une de l'autre. Du côté des journalistes, ça peut être des petites formations sur des thématiques d'actualité, au contact donc des chercheurs du réseau, un appui à la préparation de formats dédiés sur ces questions de transition écologique. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui émergent aujourd'hui. On en parlera avec Virginie Fichet, contribuer à l'émergence du nouveau bulletin météo de France Télévisions qui s'appelle maintenant le JT Météo Climat et qui passe sur France 2 et France 3 tous les soirs et qui met en avant un chercheur ou une chercheuse qui répond à des questions des téléspectateurs. Donc ça, c'est un exemple. Et il y en a bien d'autres. Et donc évidemment, on peut se dire que si nous, en tout cas nous avons créé cette association, c'était parce qu'on pensait que la science, l'expertise n'était pas suffisamment représentée dans les grands médias. Et quand on dit les grands médias, c'est important de s'intéresser à ce par quoi finalement les Françaises et les Français s'informent en majorité, c'est-à-dire la télévision. Je pense qu'ici, on n'est pas forcément très représentatif de la manière dont les Français consomment de l'information, parce qu'on est sans doute tous très connectés du soir au matin sur toutes les plateformes. Mais le journal télévisé, les chaînes d'infos en continu restent le principal moyen d'information pour les Françaises et les Français. Et puis, bien sûr, aussi tous les autres médias, et en particulier, ce qui nous intéresse aussi, c'est la PQR, parce que ça touche énormément de gens sur leur réalité du quotidien.
Alors, évidemment, on a pu constater, et je pense que vous aussi depuis l'été dernier, une certaine amélioration dans les médias du traitement des enjeux écologiques. Et en particulier, il y a quelque chose qui s'est généralisé dans la plupart des rédactions, qui sont les formations. De nombreux journalistes sont actuellement formés ou en train d'être formés à ces questions-là. C'est une bonne chose. Mais malheureusement, ces formations ne sont pas toutes égales en qualité. Parfois, elles ne sont pas obligatoires. Parfois, elles se limitent à une fresque du climat. Et je pense que quand on est en position de journaliste, c'est pas suffisant. Donc, il y a encore du chemin à faire. Il y a également, je pense, dans l'amélioration qu'on a pu noter, de moins en moins de controverses stériles. Alors, il y a encore quelques climato-sceptiques sur les plateaux, mais on avance plus vers un traitement de l'information sur le fond des sujets, même s'il y a beaucoup de chemin à faire et on pourra en reparler. On a parlé de la quantité, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité encore plus de l'information. Et encore aujourd'hui, on trouve beaucoup de dissonances et d'incohérences à l'intérieur d'un même journal ou d'un même média. On peut avoir des articles ou des sujets qui disent tout et son contraire. Donc on peut avoir un super reportage sur l'adaptation au changement climatique en France des agriculteurs, suivi d'un reportage sur une destination lointaine à la mode. Et évidemment, ça crée des messages très contradictoires dans la tête de nos concitoyens. Je m'en arrête là, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Vous le disiez, énormément de rédactions de médias se sont engagées ces derniers mois. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a certaines rédactions, est-ce que vous voyez des grandes disparités entre médias? Et est-ce que certaines sont récalcitrantes à évoluer sur ces sujets? Alors nous, à Expertise Climat, on n'attribue pas forcément de bons et de mauvais points. C'est plutôt votre rôle à Quota Climat. Mais on peut dire qu'il y a des disparités, même s'il y a un mouvement général d'amélioration. C'est sûr que du côté du service public, il y a de grandes avancées. Ça a été mentionné précédemment. Mais c'est aussi le cas dans un certain nombre de rédactions privées, enfin de médias privés. Et il faut le souligner. C'est pas forcément que le service public de l'information qui est en avant. Et on trouve aussi les mêmes défauts partout, c'est-à-dire qu'il y a très peu de médias aujourd'hui qui mesurent finement l'évolution du traitement de ces enjeux-là dans leurs papiers, dans leurs sujets. C'est encore assez peu développé. Il n'y a aucun média qui s'est engagé et qui agit dessus à transformer la publicité. Alors ça, c'est un gros morceau. Et puis, on a encore c'est ce problème de silo qui a été mentionné, que je mentionnais juste avant, avec une inégalité dans le traitement entre les journalistes ou entre les services. Et Virginie Fichet, donc justement, France Télévisions s'est engagée sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment vous avez entrepris cette transition au sein de la rédaction? Est-ce que vous rencontrez aussi des obstacles dans une telle rédaction, vu qu'elle est très grande? Comment vous vous y prenez et qu'est-ce qui a déclenché finalement cette volonté d'évoluer sur les pratiques journalistiques en interne? Bonjour à toutes et à tous également. La volonté, elle est là déjà depuis un moment. C'est une volonté de notre PDG Delphine Ernotte. Évidemment, l'été dernier a été un accélérateur de particules, on va dire, comme pour la plupart des citoyens et des responsables, je pense. Mais nous avions déjà engagé des réflexions et des débuts de formation au sein de la rédaction, en commençant par des séminaires avec des membres du GIEC, des scientifiques comme Philippe Grandcola, qui venait donner effectivement les fondamentaux de ce tableau auquel nous assistons actuellement. Par le biais de notre université, nous avons des formations internes également à l'Université France Télévisions, qui forment les journalistes de notre groupe, puisque le but est que les 1200 cartes de presse que compte le groupe France Télévisions passent par ces formations. Et qu'actuellement nous sommes en bonne voie pour déjà avoir formé d'ici la fin de l'année environ 25%, donc en un an, c'est quand même énorme. Donc ça, c'est pour la mise en place, de dire avant de pouvoir parler des choses, il faut en connaître un minimum et être sensibilisé un minimum. Ce sont des, comme vous le disiez, c'est transverse, donc ça touche à tous les domaines de notre vie quotidienne.
Et effectivement, à partir de la rentrée, ça s'est accéléré avec cette volonté non seulement de réfléchir au contenu de nos éditions, c'est ce que nous faisons en parallèle, effectivement, et que nous faisons au quotidien et que nous essayons de davantage bordurer pour avoir des repères sur certains reportages. Vous parliez tout à l'heure de cohérence, je vous rejoins. C'est-à-dire des reportages qu'on ne peut plus traiter de la même façon. C'est-à-dire on ne peut pas juste trouver formidable de se baigner à Biarritz un 25 décembre. Non, ce n'est pas normal qu'il fasse 25 degrés à Biarritz le 25 décembre et qu'on puisse se baigner dans une mer à 20 degrés. Voilà. Donc, sans forcément être rabat-joie, il est aussi nécessaire, et ça rejoint notre mission, et c'est pour ça aussi que je pense que le service public a voulu particulièrement s'engager dans cette direction, de donner ces repères et cette mise en perspective de tels événements. Nous, on n'est pas là pour se poser en moralisateur, en militant, en donneur de leçons. On est là pour informer et pour donner à voir aux téléspectateurs et à ceux qui viennent chercher l'information chez nous des clés et des données et des informations qui leur permettront de penser et de se faire aussi leur idée et d'aller chercher encore d'autres informations, de participer au débat, de prendre conscience des choses et de se nourrir. Voilà. Et c'était aussi la philosophie du JT Météo-Climat, avec effectivement, là c'était la volonté d'aller, on va dire, aller encore plus vite, encore plus loin. C'est-à-dire que, et puis pour une fois, on va pas se voiler la face, on va faire du cocorico. C'est une première mondiale, donc on va pas avoir des pudeurs, hein, faut le dire. C'est quand même assez exemplaire. On avait encore, il y a quelques semaines, le représentant du Covering Climate Now, donc, qui est une émanation américaine, justement, un petit peu comme vos associations, qui essaie de sensibiliser, de travailler avec les médias américains, qui nous a contactés, parce que ce JT a drainé beaucoup de retombées, y compris à l'international. Et on a eu beaucoup de visites et de gens qui venaient s'en inspirer, dont cette personne, et qui trouve que voilà, c'est une avancée extraordinaire et qui veut l'exporter aux États-Unis. Donc je le dis non pas par prétention de France Télévisions, mais parce que c'est la France, c'est tout. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même... Voilà, quand on lit encore ce matin dans Le Monde la difficulté en Italie de pouvoir porter ces questions, on a la chance d'être là avec sous les ordres de la République, dirons-nous, donc d'avoir déjà un auditoire, et si en plus à l'international ça peut faire caisse de résonance, c'est d'autant plus intéressant. Donc cette volonté, elle était celle-ci, de marquer les esprits et de donner la parole aussi aux scientifiques, parce que c'est la parole que les Français attendent et en laquelle ils ont confiance. Voilà, c'est les premières demandes quand vous regardez effectivement les retours qu'on peut avoir de téléspectateurs, de sondages, ce que vous voulez, c'est à qui faites-vous confiance pour vous parler de ces questions, de qui voulez-vous l'information? Ce ne sont pas les politiques, pas les militants, pas les associations, pas les journalistes, ce sont les scientifiques. Voilà, donc ça nous paraissait évident de passer par eux. Et pourquoi la météo? Et j'en finirai. Parce que c'est un rendez-vous, c'est l'un des plus vieux rendez-vous de la télévision française, pour pas dire l'un des plus anciens. Hein. La plus ancienne émission de la télévision française, c'est Le Jour du Seigneur. Hein. Donc derrière, c'est la météo. Voilà, 1948. C'est un rendez-vous œcuménique, pour filer la métaphore, donc qui réunit tout le monde. C'est des incarnations que tout le monde connaît. Et puis, même si on nous a dit pendant longtemps la météo n'est pas le climat, comme dirait un autre scientifique avec qui on a beaucoup travaillé, Christophe Cassou, le climat c'est le film, mais la météo c'est les séquences de ce film. Donc forcément, quand on modélise à un moment, on voit avancer cette mécanique. Et ça nous paraissait important à un moment d'établir ce lien et dans cette proximité, en parlant à chacun de ces transformations au plus près, dans notre quotidien, et de répondre à des questions qui peuvent être des questions très techniques ou des questions très quotidiennes, comme quel arbre vais-je devoir planter si jamais demain il fait 3 degrés de plus dans mon jardin. Voilà, voilà. Donc ça concerne. Et c'est en concernant qu'on change, je pense, le paradigme des consciences.
et mieux traiter de ces sujets et les traiter de façon plus quantitative également. Est-ce que cela relève d'un choix de ligne éditoriale, selon vous, ou alors d'une responsabilité journalistique, quelle que soit la sensibilité du média? Je pense qu'au point où on en est, je pense que c'est une responsabilité journalistique dans le sens où, comme tout sujet et tout thème de société important et qui impacte notre vie quotidienne, ça doit être traité et à la hauteur des enjeux. Voilà, je pense que et ça a d'autant plus de force que c'est traité de cette manière, c'est-à-dire avec un souci de rigueur, d'information, encore une fois, transpartisan, ça joue aussi là-dessus. C'est-à-dire que si on n'est que sur des choses très spécialisées et très militantes, on va s'adresser à un public en particulier et ne pas forcément être entendu par un autre public qui va se sentir exclu, parce qu'il n'aura pas forcément accès aux mêmes données, au même savoir, on en parlait tout à l'heure, et peut-être se dire, bon ben non, c'est un sujet polémique, c'est politique, etc. Alors qu'en réalité, non, je veux dire, demain, on est tous concernés, donc je pense que c'est plutôt notre rôle d'informer et encore une fois, de donner ces clés de compréhension, comme on le fait tous les jours sur moult sujets. Et dans nos journaux, vous parliez de quantifier tout à l'heure. Alors, j'ai fait une petite recherche avant de venir pour voir comment on avançait, pour voir un petit peu quels étaient les premiers effets de notre réflexion dans nos journaux, par exemple. Entre le 1er janvier et le 30 juin, on a à peu près 750 reportages, c'est pas rien, sur des journaux télévisés, donc sur France 2 et France 3, qui concernent ces thématiques au sens large, c'est-à-dire y compris la biodiversité, l'environnement, le climat, les problèmes de pollution, ce qui veut dire en moyenne 4 reportages par jour sur les antennes de France 2 et de France 3. J'ai même pas été voir sur France Info Canal 27 ou France 5 qui a en plus des magazines et l'offre va encore se développer. Donc c'est vous dire que ce n'est pas fini. Et je n'inclus pas le JT Climat, bien sûr, dans ces statistiques, somme toute, c'est peut-être pas le terme statistique, mais dans cette comptabilité en tout cas. Voilà, c'est juste pour dire que, en tout cas, les choses, elles avancent aussi chez nous. Et comment sont accueillis ces changements en interne au niveau de vos journalistes? Alors, très bien. Enfin, c'est aussi la force, je pense, de cette profession et d'un groupe comme le nôtre, c'est-à-dire que les gens sont réceptifs, sont curieux, sont concernés, responsables, et que les formations infusent encore davantage. Nous sommes aussi en train de réorganiser une partie de la rédaction, puisque nous avons créé l'an dernier déjà, avant l'été, une cellule spécifique, Planète, donc elle ne s'appelle pas seulement Climat, ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire, que nous sommes en train de renforcer, de développer et de faire croître d'une manière à ce qu'elle puisse travailler, encore une fois, de manière transverse avec tous les autres services de la rédaction, aussi bien l'économie que même la culture. Les festivals éco-responsables, aujourd'hui, ça existe, etc. Enfin, voilà, donc il y a toute cette réflexion et cette réforme de structure qui est engagée, et les gens se sentent impliqués. Par rapport au groupe, vous parliez de la publicité, très important, parce que si on reprend l'exemple du JT Météo Climat, il n'échappe à personne que toutes les météos aujourd'hui, elles sont bordurées par des sponsors. Quand on a lancé le JT Météo Climat from scratch, comme on dit, parce que ça a été un projet quand même mené très très rapidement, on s'est vite rendu compte que vous ne pouviez pas avoir à 20h40 Anaïs Baydemir qui vous dit que on vit une journée extrêmement chaude et que ça s'inscrit quand même dans une dynamique un peu inquiétante, et juste avant avoir une publicité, je sais pas moi, pour un voyagiste qui vous emmène au bout du monde. Ce n'est pas possible. Eh bien ça, je salue aussi cette souplesse et surtout dans le contexte dans lequel on peut être. Il n'aura échappé à personne que le contexte budgétaire, il est quand même pas facile, que la régie publicitaire s'est alignée. C'est-à-dire que quand on leur a dit « ça, ce n'est pas possible »,
elles ont fait machine arrière. On travaille conjointement pour travailler sur les visuels et les annonceurs, que certains annonceurs sont refusés autour de ces rendez-vous parce que ce n'est pas cohérent, et que donc on a fait passer la question de la cohérence éditoriale et de la philosophie avant un enjeu économique pourtant assez fort. Voilà, et ça me semble aussi important de le souligner, parce que ça veut dire que pour les gens qui dirigent cette régie, voilà, on aurait pu se dire que bon, oh, c'est de la finance, etc., mais pas du tout. La conscience dans le groupe, elle est complète. Voilà. Et parce qu'on a aussi une présidente qui impulse ses priorités. Voilà. Nabil Wakim, vous êtes journaliste au Monde. Le Monde s'est démarqué récemment par l'élaboration de nouveaux formats pour toucher de nouveaux publics, sûrement sur les questions d'écologie. Donc on peut citer votre série sur l'adaptation climatique dans les territoires, ou encore le podcast que vous gérez qui s'appelle Chaleur humaine. Alors, première question très générale, comment est-ce que vous percevez votre rôle de journaliste en phase avec l'urgence écologique ? Bonjour, merci. En fait, ça va rejoindre un certain nombre de choses qui ont été dites, mais c'est vrai qu'une des préoccupations qu'on avait, nous, dans la rédaction du Monde, c'était de dire comment on fait pour approcher ces sujets de manière transversale. Moi, j'ai été journaliste politique il y a 10 ans, j'étais chef du service politique. Quand je m'occupais de politique, je ne me suis jamais posé aucune question environnementale. Parce qu'en fait, quand on est journaliste politique, on apprend à traiter la science des rapports de force, et c'est sur ça qu'on est jugé un bon ou un mauvais journaliste politique. Puis je suis devenu journaliste économique, j'ai traité des questions d'énergie, puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les résultats d'EDF et de Total, en fait, ce n'étaient pas des articles qui racontaient suffisamment la situation dans laquelle on était. Et donc, c'est aussi le fruit d'une réflexion collective, de dire, nous, on a un service planète depuis longtemps. Le Monde est la première rédaction en France à avoir eu un service planète, il date de 2008, mais en fait, c'était pas suffisant. Et donc est née cette interrogation de dire comment on fait pour que des journalistes qui traitent de politique, des journalistes qui sont au service économie, au service culture, comme le disait Virginie, qui traitent des questions de société, des questions internationales qui sont très importantes pour nous, puissent s'emparer de ces questions-là et les traiter de manière transversale. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas équipé pour ça. Parce qu'en fait, pour prendre une métaphore qui ici peut être comprise, le Monde, comme beaucoup de rédactions, ça marche comme un gouvernement. Il y a des gens qui sont répartis par rubrique, chacun fait ou chacune fait sa rubrique, et on est jugé sur le fait d'être le meilleur ou la meilleure de sa rubrique. Et simplement, ça prend pas en compte le travail qui serait interministériel, celui qui serait avec d'autres journalistes qui sont dans d'autres services et pour lequel il faut un peu se creuser la tête pour apprendre à faire différemment. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de ces projets sont nés de ces initiatives-là. Le projet sur l'adaptation au changement climatique, il venait de l'idée de dire, en fait, il faut qu'on mouille un certain nombre de journalistes spécialisés dans certains domaines en disant, voilà, je couvre l'éducation aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire de couvrir l'éducation alors que ça fait plusieurs années qu'on ne peut pas tenir le brevet et le bac à cause de la chaleur? Est-ce que le bâti scolaire est suffisamment équipé pour des enfants en bas âge quand il fait 40 degrés dans une petite commune? Voilà, donc on a voulu lancer cette série d'enquêtes qui n'est pas terminée de publier. Il reste encore là une série d'articles sur la ville et sur les ports bretons. Ne me demandez pas pourquoi c'est les ports bretons qui ont été retenus, mais c'est ça, qui vont encore être publiés. Et donc voilà, donc il y avait cette idée-là, et le podcast Chaleur humaine, il s'inscrit dans cette idée de dire, voilà, en fait, on prend les différents sujets de la transition climatique, qu'est-ce que ça change dans nos vies, dans nos modèles économiques, dans l'organisation de la société, comment on prend à bras-le-corps ces questions-là, et on essaye d'apporter un maximum de réponses à un public dont on sait, le nôtre, qu'il est intéressé par ces questions, mais qu'il est cruellement en manque d'informations fiables. C'est-à-dire, on voit les gens, et moi je vois les mails que je reçois à l'adresse Chaleur humaine, c'est des gens qui disent « ce sujet m'intéresse » et pourtant j'ai l'impression de ne rien y comprendre. Et donc ça, quand on est journaliste, c'est forcément, ça doit nous interroger. Alors on a un petit peu évoqué l'enjeu du modèle économique des médias avec les questions de publicité. Est-ce que vous pouvez nous parler du rapport qu'a Le Monde avec la prise en compte des enjeux écologiques vis-à-vis des contraintes que vous pouvez avoir d'exercice de la profession et globalement d'équilibre économique du journal? Alors merci de cette question que j'adore. Non mais parce que c'est important de dézoomer un tout petit peu des enjeux climatiques. La presse et les médias viennent de connaître 20 ans d'une transformation extrêmement brutale. L'émergence du numérique a transformé nos modèles économiques. La plupart des médias aujourd'hui n'ont pas de modèle économique tenable.
raisonnable. Ça explique en partie les rachats à vil prix réalisés ces dernières années. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que pas d'argent, ça veut dire pas d'indépendance, pas d'argent, ça veut dire pas de temps pour enquêter. La crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, ça demande du temps. C'est des sujets qui sont compliqués, surtout quand on est comme moi, pas du tout issu d'études scientifiques, et donc on met très longtemps à comprendre la chimie et la physique du climat. Mais c'est important parce que cette série sur l'adaptation, elle a mobilisé par exemple une centaine de journalistes du monde pendant plusieurs mois. En fait, quand ils font ça, ils font pas autre chose, et donc ils produisent pas l'information qui nous fait vivre. Et donc c'est important de comprendre que on est dans un moment dans lequel beaucoup de médias vont mal économiquement, et donc c'est difficile d'avoir réussi plus ou moins bien la transformation numérique et d'être maintenant devant une nouvelle marche d'escalier qui dit en fait il faut repenser notre organisation de rédaction pour comprendre, pour intégrer les enjeux climatiques, les enjeux d'effondrement de la biodiversité, les enjeux du vivant, etc. Donc ça c'est le premier point, et puis ça s'inscrit dans un contexte qui est plus large. Virginie a raison de dire que les Françaises et les Français font plus confiance aux scientifiques qu'aux médias. Il ne faut même pas du tout confiance aux médias. Le climat général, c'est un climat de défiance envers les journalistes. Les gens ne nous font pas confiance. Évidemment, c'est en grande partie notre responsabilité, parce qu'on n'a pas toujours bien fait notre travail. Mais du coup, ça rend d'autant plus difficile le travail de conviction et d'explication, de pédagogie sur les enjeux environnementaux, parce qu'une large partie du public ne nous fait pas confiance. Et le dernier point qu'il faut garder en tête, c'est que même si des millions de gens regardent la météo, le climat, et c'est heureux, en fait, il n'y a plus aujourd'hui de lieu médiatique commun à l'ensemble des Françaises et des Français. On n'est plus à une période où tout le monde se met devant le JT à 20h et a donc une grammaire journalistique commune. Il y a des gens qui s'informent par YouTube, il y a des gens qui s'informent sur des groupes Facebook, il y a des gens qui s'informent en regardant leur téléphone toute la journée, et il y en a en lisant l'appli du Monde, et on les remercie. Ils peuvent même s'abonner. Et donc ça, c'est important, parce que cette absence de culture commune, elle fait aussi que les repères sur les sujets climatiques sont très différents d'une personne à une autre. Et donc ça rend aussi notre travail et notre approche de ces sujets-là beaucoup plus difficile. C'est bien pour ça d'ailleurs que nous on travaille sur le fait qu'il y a un socle commun qui émerge au sein des médias, et pas que dans certains et pas d'autres, puisque sinon ça entraînerait des clivages accrus. Dernière question peut-être, qui était le point de départ de l'association, le rapport entre politique et médias sur les questions d'écologie. Nous on était interpellés de voir pendant la campagne présidentielle, Anne-Lise a rappelé du fait qu'on parlait très peu du rapport du GIEC. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rôle que vous percevez des journalistes dans la mise en mouvement aussi d'autres sphères à impact, comme les sphères économiques et les sphères politiques ? Là, c'est vrai qu'on est à l'Assemblée, donc je pense que c'est quand même important de dire ça. Virginie a tenu un propos assez optimiste, donc je vais faire un peu la contrepartie. On a un problème avec les responsables politiques. C'est-à-dire, nous, notre travail, journaliste, c'est d'essayer de mettre en scène un débat démocratique de qualité pour qu'on puisse avancer collectivement dans une agora citoyenne et se dire, voilà, comment on fait. Bon, on l'a vécu, nous, pendant la campagne présidentielle. C'est très difficile d'organiser des débats avec des responsables politiques, tous partis confondus, autour des questions climatiques ou d'effondrement de la biodiversité, en ayant un débat intéressant. C'est-à-dire en ayant quelque chose de pas polarisé. Essayez d'organiser des discussions sur la fin des véhicules thermiques, sur la voiture, sur la viande par exemple, dans les cantines scolaires, et d'avoir des discussions sérieuses. Nous on a essayé, moi j'ai essayé de le faire dans mon podcast, c'est-à-dire de prendre des responsables politiques et de leur dire, ok, quasiment tout le monde est d'accord pour dire on va atteindre la neutralité carbone. Super. Quasiment tout le monde est d'accord sur la méthode pour dire il faut planifier. Très bien. Ok, expliquez-moi comment vous faites. Moi, mon travail, c'est de mettre en scène les différentes options. Certains disent il faut plus d'État, d'autres plus de marché, d'autres il faut mobiliser plus la société, ou il faut faire plus de ceci, plus de cela. Très bien, livrez-nous ces options-là pour qu'on puisse les mettre en scène et pour qu'on puisse offrir à nos lectrices, à nos lecteurs, nos auditrices, nos auditeurs, ces différentes options qui existent. Aujourd'hui, c'est difficile de mettre ça en œuvre. Bien sûr, il y a une part de responsabilité qui nous incombe à nous, médias. Je ne dis pas qu'on fait ça d'une manière qui est tout à fait correcte, mais on est en manque d'interlocuteurs. On a des interlocuteurs scientifiques qui se musclent, et c'est heureux, pour arriver à tenir un langage plus compréhensible, plus pédagogique vis-à-vis du plus grand nombre. Ce travail reste encore, peut s'améliorer, il y a des marges de progression, mais des exemples comme le JT Météo Climat montrent que c'est possible. On a une difficulté vis-à-vis d'un certain nombre de responsables politiques qui, sur ces questions-là, devraient avancer plus encore, se former et être capables d'élaborer des propositions concrètes, parce que les recommandations des scientifiques sont des recommandations scientifiques, c'est pas des politiques publiques. Qui peut élaborer les politiques publiques si ce n'est les responsables politiques eux-mêmes? Et donc là, nous, on a un besoin, c'est-à-dire on a un besoin d'interlocuteurs et d'interlocutrices qui prennent ça au sérieux et qui disent, bah voilà, on veut mettre en scène ce débat. Et j'ajoute un point qui est important. Philippe Grandcola, lui aussi qui est plus optimiste que moi, décidément, c'est pas ma journée optimiste, disait, c'est devenu ringard d'être climato-sceptique. En France, c'est vrai que la part de climato-sceptiques ne progresse pas beaucoup, et c'est heureux. Ceci dit,
la pire chose qui nous guette, et on le voit arriver dans un certain nombre d'autres pays, c'est une polarisation du débat autour des questions environnementales et climatiques. C'est qu'on ait l'idée que le climat c'est un truc de gauche, et les gens qui refuseraient la transition environnementale au sens large, ce soient les gens de droite. Les débats à ce titre autour de la loi renaturation au Parlement européen ont été particulièrement préoccupants. On voit des débats dans des pays comme les Pays-Bas, la Finlande, la Suède, qui deviennent assez préoccupants et qui se calquent sur un modèle qu'on a vu émerger aux États-Unis et au Brésil, où il y a une polarisation très forte autour de ces questions. Ça existe aussi dans les médias, et on voit certains de nos confrères, qui peuvent nous le raconter plus facilement à nous qu'ils ne l'écrivent dans leurs journaux, qui voient leur direction de rédaction leur dire « Ah bah non, là, ça, il faut pousser un peu plus dans ce sens-là, parce que notre identité, ça va être un peu plus de contester ces écolos qui nous disent qu'il faut tout changer, etc. » Et donc ça, c'est préoccupant parce que, comme le disait très bien Virginie, si le climat ou la biodiversité deviennent des sujets qui sont perçus d'abord comme des sujets militants ou partisans, on a beaucoup de mal à organiser le débat de manière sérieuse autour de ça, et on a beaucoup de mal à faire avancer ces questions-là. Donc ça, je crois que c'est un sujet de préoccupation qu'il faut avoir en tête, de batailler contre la polarisation, et encore une fois, d'avoir des options de transition, des chemins de transition qui sont différents, mais qui prennent en compte, évidemment, le consensus scientifique sur ces questions. Merci beaucoup à tous les intervenants. On va désormais ouvrir cette séquence avec 2-3 questions du public. Normalement, il y a des micros dans la salle qui vont circuler. Donc, je vous invite à lever la main si vous avez des questions. J'en vois une là-bas et une ici. Alors, je ne sais pas qui a les micros. Je vois un micro là-bas, c'est possible de le faire circuler jusqu'à la question. Il ne marche pas. Je crois qu'ils sont juste là. Si je peux démarrer, alors, je m'appelle Armel Prieur, et pour le compte carbone et la pédagogie de la renaissance écologique. Les marchands de doute n'aiment pas les chiffres, et vous annoncez qu'il faudrait donner un quota, un chiffré, j'ai compris 20%, ça serait un chiffre intéressant. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que ce n'est pas difficile de faire admettre un chiffre dans la démarche de quota climat? Nous avons eu un peu la même difficulté avec le compte carbone en annonçant qu'il faudrait réduire de 6% par an, et on trouve plein de gens qui nous disent « Ah non, pas 6%, ah non, donnez pas des chiffres », parce que c'est un sujet qui permet aux marchands de doute de dire « On ne parle pas de chiffres, on reste entre nous, on reste bons amis ». Alors qu'il faut vraiment augmenter réellement notre effort de décarbonation et de retour à la biodiversité la plus intéressante. Donc est-ce que le fait d'annoncer un chiffre est un problème pour Quota Climat? Peut-être on prend une autre question et on pourra y répondre. Je crois que monsieur voulait poser une question. Bonjour et merci d'avoir organisé cet événement. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on pouvait tirer du traitement médiatique des événements qui a eu lieu récemment à Sainte-Soline et tout ce qu'il y a autour du débat sur les méga-bassines. Qu'est-ce qu'on peut tirer du traitement médiatique qu'il y a eu sur ce sujet-là? Merci de votre réponse. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut rapidement répondre à la question Quota Climat. Je crois qu'il y a une question juste là. Et une autre là-bas, c'est ça aussi? Ok, on peut la prendre. Bonjour, je me demandais dans quelle mesure donc vous voulez augmenter le traitement du réchauffement climatique et tout ça, et tout le monde est d'accord, mais on voit aussi un phénomène de détournement ou de dégoût chez certains, justement des médias, face à l'anxiété des nouvelles qu'on rapporte, face à tout ça, et que plein de gens refusent maintenant de s'informer par peur de ces nouvelles, anxiogènes parce qu'on est absorbé par tout ça. Donc, en quoi c'est compatible avec ce que vous menez? Et du coup, en prolongation, est-ce qu'il y a une manière positive de traiter ces sujets, pas seulement du coup culpabilisante ou anxieuse, mais justement en proposant des solutions, des alternatives et des espoirs finalement qui détourneraient cet aspect anxiogène? Merci. Peut-être pour répondre à cette première salle de questions, juste sur la partie quota, et ensuite je vous passerai la parole sur les autres points. Chez Quota Climat, on est parti du constat quantitatif qui était insuffisant, et c'est pour ça qu'on a formulé une proposition volontairement provocatrice sous forme de tribune d'instauration volontaire d'un quota de 20%. 20%, c'était en comparaison avec une étude de l'INA qui était sortie et qui chiffrait à 80% la prévalence du Covid dans les médias au pic de la crise.
Donc c'était pour dire en fait quand une crise possède une importance vitale pour l'humanité, on est capable de consacrer une partie assez importante de l'espace médiatique. La crise écologique est peut-être encore plus menaçante et plus peut-être insidieuse que celle du Covid, parce que moins visible, inscrite dans la durée. Pourtant, on semble incapable d'en parler, ne serait-ce qu'à 5% en fait, de l'espace médiatique. 20%, encore une fois, c'est volontairement provocateur. Et dans la proposition de loi qu'on a publiée ce matin, qui est disponible désormais sur notre site internet, proposition de loi citoyenne, bien sûr, sur la base desquelles peut-être les députés pourront travailler, on ne propose pas de fixer un chiffre de 20%. On propose plutôt que l'ARCOM, en période électorale, qui sont des périodes démocratiques quand même assez fortes et qui permettent de mettre en débat des sujets de société, puisse avoir une réflexion sur la base de constats chiffrés, qui est que s'il y a une carence quantitative persistante, ils puissent alors agir et décider de formuler un quota de temps qui serait à leur discrétion, donc pas forcément 20%. Voilà. Donc c'est le positionnement qu'a l'association. Je ne sais pas si Anis, tu veux compléter là-dessus. Oui, peut-être pour compléter, effectivement, on partage tout à fait ce constat, ce risque que représente un quota s'il est adopté tout seul. Parce qu'effectivement, on ne souhaite pas que des personnes, en effet, discutent durant 20% du temps médiatique de ce sujet, si ce n'est pas fait de façon qualitative, et si c'est finalement 20% de climato-scepticisme dans les médias. C'est pas du tout l'objectif, et l'idée, en fait, de ce quota, c'est qu'on puisse débattre vraiment sur le sujet quantité, qui pour nous est un des 4 piliers de l'amélioration qualitative du traitement médiatique. Et pour nous, en fait, ça doit venir conjointement, ça doit être adopté conjointement à d'autres mesures pour améliorer la qualité au global et mettre en fait des garde-fous justement pour s'assurer qu'il y ait une bonne qualité et que c'est ce quota qui pourrait éventuellement avoir lieu si l'ARCOM s'en saisit soit qualitatif. Est-ce que... oui, vas-y, c'est... De réponse rapide sur Sainte-Soline et puis l'éco-anxiété. Alors déjà sur ce deuxième point de l'éco-anxiété, nous ce qu'on transmet aux chercheurs et experts qui sont membres de notre réseau, c'est qu'à chaque fois qu'on dresse un constat scientifique, qu'on énonce un fait scientifique, il faut pouvoir embarquer ensuite l'auditeur, le téléspectateur, le lecteur sur des solutions. Ça doit aller ensemble. Et donc quand on couvre ces questions-là, il faut pouvoir ne pas laisser le téléspectateur ou l'auditeur ou le lecteur face à un constat qui est dramatique et lui proposer des solutions et des exemples concrets de solutions, si possible incarnés sur le terrain, etc. Et sur Sainte-Soline, typiquement, le rôle des scientifiques pendant cette actualité a été très difficile parce qu'ils étaient posés en arbitre, appelés au dernier moment, très peu. La couverture a été beaucoup plus sur les violences et le rôle des manifestants ou de la police, alors qu'il y a eu tout un travail des scientifiques qui a été mené et qui se poursuit. Ils ont été appelés un peu tardivement, contestés, embarqués dans une polémique. Donc ça, c'est typique de quelque chose qu'il faut éviter. Et aussi une utilisation politique finalement et biaisée de la science qui était beaucoup plus nuancée que ce que ça a été dit dans les médias par les politiques. Donc on essaie de travailler à ce que ce genre d'événement ne se produise plus et aussi d'armer les scientifiques pour que dans ce genre de situation, ils ne soient pas sous le feu de toutes les critiques. Il y en a beaucoup qui ont souffert de ça et qui souffrent encore. Il y a des attaques très violentes parfois sur les réseaux sociaux qui pour un scientifique, sont difficiles à vivre. Ils ne sont pas armés face à ça. Oui, je voudrais également revenir sur la question des bassines. En fait, de mon point de vue, ça a été aussi un révélateur de nos biais en termes d'environnement, c'est-à-dire qu'on a considéré les bassines comme un sujet essentiellement physique. On parle d'eau, de sol, etc. Parce que quand on considère l'eau, on pense précipitation, rivière, mer, éventuellement bassine. On ne pense pas végétation. Or, il y a une partie de l'eau, dite eau verte, qui est dans la végétation et dans les premières couches du sol. Et puis, si jamais il y a bassine, c'est aussi par rapport à des cultures qui sont des organismes et qui ont leurs propres prérequis en matière d'environnement, prérequis qui ne sont pas forcément ajustés aux régions où on les cultive, au système de production et puis évidemment au contexte qui est changeant lié au dérèglement climatique. Donc là aussi, je pense sur les bassines, on n'a pas suffisamment entendu parler de biodiversité. En l'occurrence, c'est un problème global, effectivement, un problème de planète, un problème dans lequel il n'y a pas d'un côté le climat et de l'autre côté la diversité du vivant. Aujourd'hui, en France, on a 4000 espèces de plantes et elles ne sont pas toutes capables de faire avec le climat qui s'annonce pour les décennies à venir, quelles que soient les politiques d'atténuation qu'on mettra en place. Et ça, il faut absolument en prendre conscience, qu'il s'agisse d'une question d'environnement au sens global, qu'il s'agisse de la disponibilité de l'eau ou qu'il s'agisse d'une agriculture vivrière.
Est-ce que sur les questions de récit... Oui, je rejoins ce qui a été dit sur les méga-bassines. Ça montre bien la complexité, en fait, de la matière qui est, de cette thématique qui a traité aujourd'hui. Parce qu'on pourrait aussi aller sur la notion de partage des ressources aussi. C'est aussi ça l'enjeu. D'adaptation, vous en parliez, est-ce bien raisonnable en tension hydrique de continuer à avoir autant de production de maïs? On peut se poser toutes ces questions, donc c'est très large, on peut aller très loin effectivement. Donc c'est jamais très simple. Sur le côté anxiogène de ces informations, de ces thématiques, c'est effectivement une des questions, entre guillemets, centrales auxquelles on est confronté. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez que les gens s'intéressent et s'arrêtent sur ces reportages, vous ne pouvez pas effectivement tout le temps être dans on va tous mourir, ça on le sait, mais un peu plus vite qu'on ne le croyait, quoi. Non, c'est pas possible. On ne va pas désespérer Billancourt non plus. Mais au moins, il faut, comme vous le dites, apporter à chaque fois un éclairage, quelque chose qui puisse montrer une alternative. Voilà, et faire comprendre qu'on est dans quelque chose d'irréversible, ça, on ne peut pas le nier, mais qu'au-delà du constat, au-delà de s'adapter, on peut agir pour atténuer. Avant de s'adapter, il faut atténuer, parce que l'adaptation, elle sera d'autant plus gérable que la marche sera moins haute à monter. Voilà. Et ça, effectivement, il y a des personnes qui peuvent porter ce discours, qui sont très pédagogues sur ces thèmes, mais surtout, et là, je te rejoins complètement, c'est effectivement, j'étais plus optimiste, mais c'est ma nature, mais en réalité, on partage le même constat, c'est que nous, ce qu'on relate et ce sur quoi on s'appuie sont des faits, des politiques, des engagements, des projets, et pas, on raisonne pas en l'air. Et les scientifiques, eux aussi, ils ont rempli et ils remplissent leur part du contrat. Chacun remplit sa part du contrat, on va dire. Donc eux seuls ne peuvent rien, nous seuls nous ne pouvons rien. Et effectivement, maintenant l'enjeu c'est de pouvoir voir ce qui peut se faire au niveau macro et des grandes politiques publiques qui peuvent aussi être mises en œuvre et pas seulement les éco-gestes de chaque citoyen, etc. Parce que la parabole du colibri, elle a ses limites. Voilà, parce que quand vous fermez votre robinet tous les matins, vous dites j'ai fait ma part, mais en attendant rien ne bouge. Ben non, parce que si les autres maillons ne font pas leur part, ça ne bougera pas effectivement. Donc c'est toute cette conscience et c'est toute cette imprégnation et effectivement dans cette responsabilité de toujours ne pas être surtout pas donneur de leçons et de ne pas être que anxiogène, de donner cette possibilité de se dire ah oui mais moi je fais ça, mais en fait il y a quand même si moi je fais ça et que lui il fait ça et que on a telle politique, on va peut-être, mes enfants ils pourront quand même peut-être vivre dans ce monde avec quelques degrés de plus, quoi. Voilà. Mais encore une fois, il faut d'abord éviter d'arriver aux 4 degrés qu'on nous prévoit dans quelques décennies, quoi. Ça sera mieux. Merci beaucoup. Pour l'instant, on tient parfaitement le timing. Et je crois qu'il y a une autre question là-bas, donc on peut peut-être vous écouter et ensuite on pourra passer à la deuxième table ronde. Merci, bonjour à tous et bravo en tout cas pour l'initiative. Je suis Éric Bourdon, directeur général adjoint des Ciments Vicat, donc un industriel, et extrêmement intéressé par ces échanges. Alors on est acteurs, nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup d'industriels qui travaillent pour se décarboner, pas pour se décarboner soi-même, mais pour décarboner l'activité en France et décarboner évidemment l'humanité. Par contre, on a besoin de vous, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de jeunes acteurs qui viennent nous rejoindre pour transformer cette industrie. On a aussi besoin, du coup, d'avoir une image la plus honnête possible et la plus réelle possible. Or, quand on a des journalistes qui viennent nous voir, ils utilisent le terme de pollution pour un gaz à effet de serre. Donc déjà, ça ne résonne pas très bien, alors que, enfin, vous confirmerez, mais
le CO2 est un gaz à effet de serre. Et deuxièmement, souvent ils sont à la recherche d'une cheminée qui fume noir, sauf qu'il n'y en a plus. Donc là, j'ai eu quelqu'un de France 3 cette semaine qui était pas été embêté, mais qui était surpris de ne pas voir une fumée noire. Donc comment est-ce que l'on peut nous aider à changer cette image-là au niveau des termes employés et des images, parce que nous avons vraiment besoin d'attirer les talents chez nous pour changer le monde. Merci. Merci. Pardon, peut-être on prend une autre question avant. Bonjour, je suis Eddy en fait du collectif EC 2027, spécialisé en fait dans tout ce qui est l'économie circulaire. En fait, je voulais vous partager un exemple d'événement qui s'est déroulé lors de la présidentielle. En fait, on a organisé le grand oral des candidats à la présidentielle pour les faire venir tous. Et en fait, on a réussi à rassembler finalement les politiques, les académiques, les entrepreneurs, mais pas le monde de la presse. Et donc, on a réussi à retransmettre cet événement-là en faisant venir des candidats de tous les partis, donc très transpartisans. Et on a réussi à organiser ça sur 40 campus en rediffusion. On a trouvé ça dommage en fait de ne pas vous avoir avec nous. Et donc, comment faire pour que la prochaine fois, vous soyez avec nous? Alors, sur la question des entreprises, comme on est à l'Assemblée, j'ai parlé des politiques, mais en fait, évidemment, les entreprises sont un acteur majeur de la transition. Et là aussi, il y a une difficulté pour nous. Il y a une difficulté, et je vais dire ça d'une manière... Je ne trouve pas de meilleure métaphore, mais de séparer le bon grain de l'ivraie. On a face à nous des industriels qui nous disent tous qu'ils font vert, qui font zéro émission, qui font voilà tout le monde est énergie propre, green, super. Et donc pour nous c'est difficile. On n'a pas toujours les moyens matériels, temporels d'aller vérifier qui essaye d'être sur le bon chemin et qui ne le fait pas. Typiquement dans le secteur de la cimenterie, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'en fait tout le monde n'a pas des pratiques vertueuses. Et donc il y a une vraie difficulté. Et là je pense que les politiques publiques et le législateur peut aider aussi, c'est-à-dire si on arrivait à faire un peu de ménage dans le greenwashing généralisé, interdire aux entreprises de se qualifier neutre en carbone, zéro émission, d'énergie propre ouverte, etc., eh ben on pourrait certainement voir les entreprises qui, elles, font de réels efforts, essayent d'attirer des jeunes en disant bah, venez, des jeunes ingénieurs notamment, en disant venez faire la transition avec nous, on essaye de le faire, et puis d'essayer d'avoir, nous par exemple maintenant on essaye de se fixer des critères en disant on essaye de regarder quelles sont les trajectoires dessinées par les entreprises, c'est-à-dire quels sont les objectifs et quelles sont les trajectoires qui sont en face, quels sont les budgets d'investissement, quelles sont les étapes temporelles pour arriver à ces objectifs. Et on se rend compte qu'en fait, dans les entreprises qui sont nos interlocuteurs habituels, bien peu malheureusement ont des trajectoires qui sont crédibles. Donc évidemment, il y en a qui le font, et c'est pas juste pour les entreprises qui le font, mais d'une certaine manière, notre réflexe du coup est d'être peut-être plus sceptique qu'on devrait l'être quand on a affaire à un certain nombre d'acteurs du monde économique, parce qu'on nous a beaucoup roulé dans la farine et que l'erreur qu'ont fait beaucoup de médias, y compris nous-mêmes, c'est souvent, et ça répond un peu à la question sur l'éco-anxiété, souvent on s'est dit, pour pas raconter des histoires qui font pleurer tout le monde, on va chercher des belles histoires d'entreprises qui font des trucs super, et on s'est retrouvé souvent à raconter des histoires qui sont bien, mais qui sont aussi un peu toutes petites et qui ne sont pas généralisables, qui ne sont pas à l'échelle pour faire face. Et donc les sujets durs de décarbonation de l'industrie, de décarbonation du transport, de transformation du modèle agricole, c'est des sujets dans lesquels en fait on avance petit à petit, par petits centimètres et petits centimètres. Et donc là, il faut aussi qu'il y ait, qu'on soit aidé dans une forme de transparence de la part des acteurs du monde économique, dans les mots qui sont employés, dans les objectifs qui sont fixés, dans les investissements qui sont annoncés. Peut-être un mot pour répondre à la question de monsieur sur son événement. Oui, sur l'accès. Alors, c'est, je pense, d'autant plus difficile que toute rédaction et tout support de presse, qu'il soit de presse écrite, de télé ou de radio, c'est fait de choix, forcément, puisque c'est pas extensible. Donc, et qu'il y a en plus plusieurs niveaux. Il y a de la presse de proximité, il y a de la presse nationale, voilà. Donc, ce qui fait que plus vous élargissez le spectre de traitement de l'information, et plus le champ se réduit et que les choix sont difficiles à faire. Donc, c'est l'une des explications pour lesquelles tout n'apparaît pas partout, tout le temps.
Après, effectivement, ça n'empêche qu'il faut repasser par les vecteurs d'inonder largement les différents contacts que vous pouvez avoir au niveau de la presse, passer par l'agence France Presse aussi, par exemple, qui est quand même l'agence française un peu référente qui nous abreuve beaucoup d'informations. Donc voilà, c'est vrai que c'est une question de mécanique en fait. Je ne pense pas que ce soit forcément, il n'y a pas de petites ou de grandes informations. C'est encore une fois le champ des possibles. Un grand merci. Je pense qu'on va clôturer cette table ronde parce qu'on est un peu pressé par la montre. Un grand merci pour vos interventions. On va accueillir la deuxième table ronde.